Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Je vais te demander, j'étais pour nommer quelqu'un, mais comme c'est ton conjoint, je ne le nommerai pas tout de suite, de porter attention à ce que tu vas dire. Donc, Moi, j'en connais quelqu'un qui a déjà enseigné. OK. Bonjour et bienvenue. Je suis vraiment très, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et de vous voir en si grand nombre parce qu'on a plus d'une centaine de personnes sur place, mais on est plus de 600 participantes et participants si on compte les participations sur Internet. Bon, c'est une idée qui a germé depuis pas mal longtemps. Vous savez, il y avait puis il va y avoir encore des grandes conférences institutionnelles de différents niveaux. On avait eu par exemple, Alain Aspect, le prix Nobel de physique, Jean-Luc Brassard, qui est venu dans différents domaines, Farah Alibé ou David Suzuki. Mais là, on se dit ces grandes conférences-là, qui sont une fenêtre sur l'excellence et l'innovation, on souhaitait, je dis on, parce que créer une nouvelle série qui vont s'appeler. Donc aujourd'hui, c'est le lancement d'une toute nouvelle série des conférences Monique F. Leroux, Leadership en action. Donc, vous comprendrez que le leadership en action, en tout cas, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'est un grand privilège pour moi de vous présenter notre conférencière invitée, qui est instigatrice, co-créatrice de cette série de conférences et qui est une femme exceptionnelle avec qui j'ai le privilège et la chance de collaborer à plusieurs égards. C'est la présidente du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke. J'en profite pour remercier, je ne vais pas tous vous nommer, là, mais vous êtes très nombreux du conseil d'administration. Merci d'être là aujourd'hui. On est content de vous voir, ainsi qu'un grand nombre de doyennes et doyens. Donc, merci d'être là, mais qui est aussi la coprésidente d'honneur de notre grande campagne, qui est un projet très audacieux, là, 250 millions de dons et d'engagements, c'est pas rien. À ce jour, on est 191 millions, pas pire quand même, dont 39,5 de la communauté interne. Et on a d'ailleurs un autre coprésident d'honneur, Mathieu Casseur, que je ne peux pas ne pas signaler. Donc, je remercie à la fois de son leadership, de son engagement et de son don aussi. Donc, on est rendu à des beaux résultats intérimaires. Le 27 mai, il y aura des annonces supplémentaires. Donc, je vous invite en grand nombre parce que ce chiffre-là, par définition, va monter encore un peu, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est sûr que ce résultat-là, déjà exceptionnel, on le doit à des personnes comme Monique, comme Mathieu et d'autres qui nous aident beaucoup à plusieurs égards. Donc, merci 1000 fois ou 191 millions de fois, là, mais bref, on est là-dedans. Donc, je vais m'arrêter là pour vous présenter Monique. Mais ça va être juste sommaire parce que sinon, il n'y aurait plus assez de temps pour sa conférence. C'est une question d'âge. Monique Leroux, c'est une femme d'affaires reconnue, plusieurs expériences à titre administratif de société, nombreuses distinctions. Elle est compagnon de, je vais lire mes notes, elle est compagnon de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne et de l'industrie des valeurs mobilières. Elle est administratrice présentement, c'est présentement, là, tout en même temps, de sociétés reconnues, dont Michelin, Bell, Standard & Poor's Global, le Couche-Tard, l'Allemand, LG2, Loist, juste ça. Évidemment, l'ancienne présidente et chef de la direction du mouvement Desjardins, on va y revenir, de 2008 à 2016, ancienne présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec, de 2016 à 2020, a été présidente du Conseil de la stratégie industrielle du Canada, sur lequel on va revenir, compagnon de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre du Québec et chevalier de la Légion d'honneur française, rien que ça, et 12 doctorats d'honneur, dont un de l'Université de Sherbrooke. Le plus important. Donc, et avant plusieurs autres. Pour nous, c'est vraiment une chance incroyable d'avoir Monique avec nous aujourd'hui, mais aussi dans notre équipe de gouvernance. Donc, je vous demande d'applaudir Monique Leroux. Merci, Pierre. Bonjour. Donc, si on passe au vif du sujet, comme vous l'avez compris, c'est une dialogue. Évidemment, je vais questionner Monique sur 2-3 choses qu'on a préparées ensemble. Il y aura des questions du public, des questions aussi qui arrivent par les médias sociaux. Donc, on aura du temps pour ça aussi. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet, puis on fait lien avec la campagne, puis je ne peux pas ne pas le signaler aussi, parce qu'on collectivement, on traverse une période de grands bouleversements technologiques, géopolitiques, économiques. On parle du leadership, mais il reste que très concrètement, toi et Marc, l'élève dissipé de la classe, avez décidé, pas si dissipé que ça, d'appuyer directement l'Université de Sherbrooke par un don important pour soutenir le leadership, le développement des leaders. C'est quoi le sens de ça pour vous? Puis pourquoi l'importance du leadership individuel et collectif dans le contexte de maintenant? Alors, d'abord, Pierre, c'est un bonheur pour moi de me retrouver ici
en présence avec des gens à l'Institut Quantique, mais aussi pour ceux et celles qui sont connectés. Pour Marc et moi, et Marc est donc installé ici en plein milieu de la salle, c'est très important l'Université de Sherbrooke. D'abord, je dois avouer franchement que c'est une région qu'on aime beaucoup, mais au-delà de l'environnement de la région, l'université joue un rôle extrêmement important d'ancrage d'un ensemble d'activités ici dans la région, mais en même temps un impact considérable sur les personnes. On aime beaucoup, je peux me permettre de dire la personnalité, au-delà de la mission, des valeurs, on aime la personnalité de l'université. Pour nous, pour Marc comme pour moi, on a eu l'occasion de travailler avec un grand nombre d'établissements au Québec, au Canada, ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup, et je pense que si Marc avait le micro, il dirait « mais je ne donnerai pas parce que Marc parle beaucoup, puis on n'y arrivera pas ». Alors, ce qu'on aime beaucoup, c'est l'ouverture, l'accessibilité, le côté extrêmement humain de l'université, tout en étant extrêmement performant, tout en étant capable de faire avancer la science, tout en étant capable de faire progresser des projets comme ce qu'on vient de ce qu'on peut voir ici à l'Institut Quantique. Donc, il y a comme ce mélange à la fois d'humanité, mais en même temps de science qui se marie à travers une accessibilité, une satisfaction importante des étudiants aussi. L'université se distingue à ce niveau-là. Et des engagements, oui, Denise, très importants en termes de développement durable avec des classements exceptionnels de l'université. Et ce que j'aime aussi beaucoup, et vous allez voir le lien par la suite, c'est toute cette approche qu'on ne trouve pas partout intrafacultaire. Où les uns et les autres sont amenés à collaborer avec une équipe très, très solide et inspirée, inspirante. Alors, ça, c'est l'élément qui fait que moi, ça m'a donné le goût de m'engager au conseil d'administration de l'université d'abord. Salutations à tous les membres du conseil qui représentent la communauté étudiante, l'administration, à la fois les professeurs et les externes. Et puis, en même temps, de donner un coup de main pour cette campagne de financement parce qu'on fait face, par la force des choses, à des pressions sur les finances publiques et donc la diversité, la diversification de nos sources de financement, c'est fondamental. Et là, on a un momentum très, très, très important. Et dans ce contexte-là, je suis une personne qui, lorsqu'on dit quelque chose, ben, il faut agir sur ce que l'on dit. Et donc, on ne peut pas aller demander à des uns et des autres de contribuer sans qu'on le fasse soi-même. Et donc, Marc et moi, on a réfléchi à ça et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà des dollars, ce n'est pas les dollars qui sont importants, on a décidé de faire deux choses. La première, c'est d'avoir une partie importante de notre don qu'on va finalement offrir en bourse pour vraiment soutenir des jeunes dans leur parcours, à la fois premier cycle, deuxième cycle, et puis en se donnant aussi un volet, je dirais, homme-femme bien équilibré. Donc, voilà un premier volet. Le deuxième volet était de dire qu'à travers finalement toute cette, je dirais, ce contexte que l'on vit, que tu as évoqué, Pierre, dans tes mots, on vit quand même des moments assez intenses dans le monde actuellement. Et ça nous prend une expression de ce qu'on appelle du leadership positif en action. Et on s'est dit, il y a des, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine des sports, de la musique, dans le domaine politique, dans le domaine entrepreneurial, il y a des leaders qui nous ont tous et chacun, j'en suis absolument convaincue, inspirés. Et donc, l'idée était de dire comment, au-delà de ce qu'on apprend en termes de contenu, et donc l'université est très riche à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi comme apprentissage, comme échange, comme partage sur le plan du leadership? Et donc, cette idée des conférences va être d'amener, en fonction des besoins, des circonstances, d'autres leaders avec des conversations dans différents secteurs où on va s'intéresser au leadership en action. Et donc, comment chacun d'entre nous, en fait, on peut inspirer un leadership dans l'environnement qui nous entoure. Ça peut être petit, grand, moyen, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que le leadership soit là en action. Alors, voilà un petit peu l'esprit de ce qu'on veut faire avec ce don. Bien, un énorme merci encore pour le don, pour le leadership que ça témoigne.
Maintenant, on va faire un petit zoom-in sur certains éléments clés de ta carrière fort riche qui est jalonnée de plein de prises de responsabilités stratégiques. Puis ce qui est quand même remarquable, c'est que tu as travaillé au niveau public, privé, corporatif, mais aussi fédéral et provincial. Donc, je vais revenir sur Et coopératif. Et coopératif, oui, c'est ça. Oui, c'est un détail. Donc, bref, il y a plusieurs moments clés de ta carrière qui pourraient attirer l'attention, mais il y a un engagement assez récent, puis qui m'apparaît d'autant plus d'actualité avec le contexte gouvernemental canadien actuel, de changement de gouvernement, d'enjeux de leadership. Tu as présidé le Conseil sur la stratégie industrielle du Canada, qui a mené un plan ambitieux pour bâtir une économie plus numérique, plus durable, plus innovante après la pandémie de la COVID-19. C'est quand même assez pertinent. Et ce qui est frappant quand on regarde ça, c'est 2-3 choses. Premièrement, c'est tu as fédéré où il y a eu une fédération d'acteurs de différents horizons qui ont travaillé clairement à quelque chose qui était très constructif. Donc, comment tu as su fédérer ça? C'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés pour faire ça, puis pour arriver à des propositions aussi intéressantes et ambitieuses? Et puis, en terminant, dans ces propositions-là, qu'est-ce que tu aimerais rappeler à notre conscience collective? Parce que je pense que ce rapport-là est tellement d'actualité encore. Donc, je te laisse partir là-dessus sur la Fédération des gens, comment tu organises ça, puis ce que tu retiens de l'expérience. Alors, on va simplement faire un petit retour à l'arrière pour se mettre dans le contexte. Parce que le contexte est quand même important. Puis, on va voir que, à mon avis, il y a des éléments semblables quand on se retrouve aujourd'hui à avoir un peu cette conversation-là. Donc, on retourne 2020. Alors, 2020, ça vous rappelle quelque chose, surtout à l'université. Hein, on a tous vécu la COVID, mais ceci étant, je pense que l'Université de Sherbrooke l'a très, très, très bien géré avec sa communauté. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, on est dans un contexte en mai, avril, mai, juin, où on se demande qu'est-ce qui va se passer. On est tous personnellement, collectivement, très inquiets. On se demande qu'est-ce qui va se passer avec nos organisations, nos entreprises, qu'est-ce qui va se passer avec la famille, est-ce qu'on va pouvoir voyager? Puis évidemment, une journée amène en fait une mauvaise nouvelle l'une après l'autre sur le plan économique. Tout est arrêté. Et donc, dans ce contexte-là, différentes personnes, dont moi et d'autres membres qui ont travaillé extrêmement fort avec moi à ce moment-là, on est, je dirais, on est choisi. Comment, je ne sais pas trop, mais en tout cas, bref, on est choisi pour former un conseil qui va réfléchir. Mais en fait, il y avait quand même un lien parce qu'il y avait des travaux qui avaient été faits à l'époque par le gouvernement fédéral avec industrie, commerce et innovation pour réfléchir à comment faire évoluer l'économie canadienne et comment finalement avoir une perspective de stratégie sectorielle. Alors, bref, je suis partie avec ce groupe-là qui travaillait déjà dans un mandat extrêmement large de dire qu'est-ce qu'on devrait faire face à la COVID et quelles sont les propositions que vous auriez pour le Canada en termes de vision de stratégie industrielle. C'était ça le mandat. Sans autre, franchement, grands paramètres et avec une demande de dire est-ce que vous êtes capable de nous arriver avec un rapport à peu près dans 6 mois? Alors, 6 mois, c'est quand même assez court pour avoir et essayer d'avoir une consultation très, très large en passant par le Nunavik, Vancouver, Halifax et tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis rapidement en action. Bon, j'avais déjà un certain niveau de contact. On avait d'abord une très, très bonne équipe, je dois dire, d'industrie-commerce avec un sous-ministre que tu connais d'ailleurs, Simon Kennedy, qui a été extrêmement contributif et qui rapidement nous a aidés à aller identifier, je dirais, 500 quelques organisations à travers le Canada. Et donc, on a commencé, ce qui devait être un travail d'à peu près une fois par semaine, ben ça a fini par être 5-6 jours par semaine qui commençaient le matin pour aller le soir parce que ça a eu un effet d'entraînement. Ce qu'on s'est rendu compte, au fond, avec le rapport, c'est que en commençant nos premières consultations, les gens, tous ceux et celles avec qui on parlait, quel que soit le secteur, avaient le goût de parler. Ils voulaient s'engager. Avaient un besoin de connecter. On se rappellera, on avait besoin d'échanger, de parler, de partager nos inquiétudes. Donc, au fond, quand il y a une situation de crise,
se passe un moment où psychologiquement, individuellement, on sent le besoin de connecter, on veut se mobiliser. Et si, au fond, un groupe de personnes, un groupe de leaders capitalise de façon positive sur cette énergie-là, mais ça a un effet d'entraînement et ça amène énormément d'idées. Donc, on a été capable de rejoindre au-delà de 1000 quelques personnes, dont d'ailleurs toutes les organisations et noms ont été reflétées dans le rapport. Et ça nous a amené, au fond, à arriver avec des propositions. Là, je vais aller un peu plus sur le contenu parce qu'il y a des éléments, je pense, assez similaires. La crise de la COVID, si vous vous rappelez, nous avait fait réaliser que parfois les meilleurs amis ne sont pas toujours les meilleurs amis qu'on pense. Et je ne veux pas revenir sur aucune personnalisation, c'est tout à fait inutile. Vous pourrez savoir à ce quoi je pense. Quand ça a été le moment pour le Canada de parler à certains pays limitrophes pour essayer pour essayer d'aller chercher des masques ou ce genre de choses-là, ça a été assez difficile. Et ça, je prends juste ce petit exemple-là parce qu'il y a plein d'autres choses dont je pourrais parler. Ça a amené le comité et tous les gens à qui on a parlé de dire on a une forme de fragilité. Il nous faut être beaucoup plus résilients, beaucoup plus organisés et faire en sorte que ce soit le Québec, le Canada, on soit capable de se prendre en charge lorsqu'il arrive quelque chose et ne pas toujours dépendre du grand frère, du grand cousin ou peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Et donc, ça a été le premier élément de dire dans nos recommandations, je vais faire ça rapidement parce que c'est quand même, je dirais, un document assez lourd, ça a été de se dire, première étape, ça nous prend une stratégie industrielle, économique, volontariste, qui va assurer la prospérité durable des Canadiens, enfin, on peut l'appliquer aussi au Québec, c'est la même chose, mais avec un volet de résilience. Et donc, quelles sont des propositions pour arriver à ça? La première était de dire, ça nous prend un commerce intérieur. Tiens, on en parle pas mal, hein? Mais ça nous prend un commerce intérieur à travers le Canada, plus structuré, beaucoup plus agile, beaucoup plus fluide. Et déjà là, on a un marché qui va nous permettre de dépendre un petit peu moins de d'autres. Numéro 1. Numéro 2, et ça venait avec ça toute une question de déréglementation, bien entendu, ou d'harmonisation. Deuxième élément, la diversification de nos échanges. On voit bien aujourd'hui les difficultés que nous avons avec toute la conversation sur les tarifs, mais à ce moment-là, quand on regardait les chiffres, bien, la tendance était déjà très, très claire. Et donc, l'idée n'était pas de dire on ne veut pas continuer de faire affaire avec le marché américain, qui est un marché naturel et très important, mais on veut juste s'assurer de ne pas mettre de côté, et c'est pas toujours facile. Là, je regarde en fait Mathieu qui dirige une très, très belle entreprise de la région ici. Alors, il y a un naturel, bien sûr, vers les États-Unis, mais après ça, il faut regarder d'autres marchés, ce que ShareWeb fait très bien et en fait, il y a des belles annonces qui ont été faites. Et donc, comment on s'organise pour finalement regarder d'autres marchés et qu'est-ce que ça nous prend pour y arriver? Et ensuite, on a regardé d'autres éléments rapidement, Pierre, parce que je sens qu'il faut que j'avance. C'est super intéressant. Mais si tu oublies des choses que tu m'as déjà dit, je vais te rappeler à l'ordre. Mais l'idée était d'avoir un plan d'investissement structuré. Donc, bien sûr… Par exemple, un TGV. Par exemple, toutes les infrastructures de transport et de logistique. Donc, l'idée n'était pas de dire on va choisir telle entreprise pour faire une subvention, etc., mais quelles sont les infrastructures que nous devons donner à l'ensemble du Canada pour faciliter le commerce intérieur, extérieur et faire en sorte, parce qu'il faut quand même l'aéroport de Montréal, là, on est bien d'accord que ce n'est pas tout à fait ce que ça devrait être. Je prends juste cet exemple-là et on pourrait les multiplier. Alors, il faut absolument avoir un plan d'investissement structuré qui va bénéficier aux personnes et aux entreprises pour avoir une économie beaucoup plus robuste, résiliente, compétitive. Alors, il y avait ça. Il y avait bien sûr tout le volet de la défense et de l'approvisionnement. On parle beaucoup de Buy Québec, Buy Canada. Bien, comme les Américains vont parler de Buy America, bien, c'est des choses qu'on doit faire.
Et le dernier élément, je vais conclure là-dessus, qui est à mon avis le plus important, puis c'est dans l'esprit de ce qui se passe à l'Université de Sherbrooke, formation, formation, formation. Formation, accompagnement des personnes à tous les niveaux, que ce soit des gens qui sont en entreprise, qui ont besoin de continuer finalement de se former ou d'évoluer, que ce soit finalement la formation que nous avons à faire ici pour des étudiants qui vont aller faire maîtrise, doctorat, hein, voilà. Donc, ça, c'était pour nous parmi les recommandations les plus importantes qu'on avait articulées avec un budget de quelques milliards d'investissements, mais on avait calculé que chaque milliard d'investissement pouvait, dans le temps, donner un rendement par un accroissement de la croissance du PIB. Donc avec la campagne électorale fédérale qui s'amorce peut-être dimanche, c'est facile de dire, peu importe qui est le prochain premier ministre, commence par ça, ça va déjà être pas pire, non? Il y a un plan de match. Loin de moi de prétendre que le plan de match est le seul qu'on devrait avoir. Non, non. C'est une bonne base. Mais ce que ça démontre, c'est que, et ça revient au leadership, l'autre point aussi qu'on avait en filigrane était de dire comment s'organiser pour que le Canada, qui est très grand en termes de territoire, mais qui n'est pas nécessairement le plus important en termes de population, puisse retrouver son leadership dans le monde et comment les organisations canadiennes, universités comme entreprises, puissent être des leaders à l'échelle mondiale. Extrêmement intéressant. On change de volet de carrière pour retourner un petit peu plus loin en arrière, mais vous allez voir où on vient parce qu'on est encore teinté par cette période de crise qu'on vit. Je pense qu'on peut l'appeler ça comme ça collectivement parce que au Mouvement Desjardins, où tu as été dirigeante pendant pas mal longtemps, tu as traversé il y a plusieurs éléments qui seraient intéressants là, mais celui sur lequel je vais attirer l'attention, parlant de période de turbulence, c'est la crise financière de 2008. Donc, ça faisait pas très longtemps que tu y étais, là. Ça a frappé de plein fouet. J'ai été élue en mars 2008, donc le 15 mars 2008, commencé mes fonctions donc à la fin du mois de mars. Et donc, la crise financière, il y avait quand même des signes préalables, mais c'est vraiment enclenché en septembre 2008. Oui, à l'automne. À l'automne. Bref. Ouais. Plus sur un plan peut-être plus personnel, parce que là, on est dans l'histoire, quoi que tu peux rajouter, mais comment tu as vécu ça? Tu arrivais comme nouvelle dirigeante, puis juste comment vous avez pris les décisions qu'il fallait prendre à ce moment-là? C'est quoi le processus? Comment vous avez exercé votre leadership? Toi, ton leadership individuel, mais collectivement, l'équipe de direction. Bref, peux-tu nous reparler, nous replonger un peu, puis comment vous avez fait ça, puis leadership en situation de crise? Bon, alors, la première chose, c'est que je voudrais peut-être partager, c'est notre posture comme personne. Parce que lorsqu'on fait face à une crise, à un moment donné, il y a beaucoup d'éléments qui sont imprécis, sont volatiles, et d'une certaine manière, il faut s'ancrer dans quelque chose. Alors, il faut d'abord, si on veut s'ancrer avec une équipe, il faut d'abord avoir soi-même, je dirais, une capacité de dire « c'est difficile, je suis stressée, je ne suis pas trop certaine de qu'est-ce qui va arriver demain, mais je me fais confiance qu'avec les gens qui m'entourent, donc l'importance de l'équipe autour, puis l'équipe, il y a plusieurs cercles. Il y a l'équipe immédiate, il y a l'équipe élargie, puis la grande équipe autour. On va avoir suffisamment de capacité, si on est capable de s'écouter, si on est capable de lire les indicateurs qu'on est capable de percevoir, de se développer un plan de match et on va aller de l'avant en exerçant notre leadership. Puis s'ancrer dans tes valeurs. Et bien sûr. Alors, donc ça a été, je dirais, le premier élément pour moi de dire comment je peux d'abord à la maison, et merci Marc à l'époque, de dire comment je peux me placer personnellement. Et ensuite, ce que j'ai fait, franchement, ça a été de fédérer une petite équipe de gens qui, pas nécessairement en fonction de leur titre, mais en fonction de leur expertise, de dire comment on va être capable de se rencontrer parce que, grosso modo, à partir du 15 septembre jusqu'à grosso modo en mars 2009, c'était surtout au début des rencontres tous les jours, 2-3 fois par jour, parce que c'était une crise de liquidité interbancaire. Et donc là, vous le savez, ça peut aller extrêmement rapidement. Et donc, j'avais une petite équipe de gens plus techniques qui connaissaient bien finalement les marchés et qui pouvaient, et dont j'étais certaine d'avoir leur juste.
Parce que ça, c'est l'autre chose. En situation de crise, très souvent, vous avez toutes sortes de gens qui ne vous diront pas exactement comment les choses sont, et ça, c'est la pire affaire. Donc, vous devez avoir ce sentiment de confiance, de transparence avec l'équipe. C'est très important de savoir les mauvaises nouvelles au bon moment. Exactement. Ouais. La pire chose, en fait, pour un leader est de s'entourer de gens qui feront en sorte de ne pas permettre d'avoir une lecture objective des choses et d'avoir les mauvaises nouvelles quand il faut les avoir et d'être capable d'en parler, d'en discuter, d'échanger pour après ça rebâtir sur ce qu'on doit faire. Ma deuxième étape a été de m'assurer, Desjardins, c'est une grande organisation coopérative. À l'époque, il y avait plus de 5000 dirigeants élus dans le réseau, un conseil d'administration formé d'élus. Donc, comment je ne pouvais pas penser qu'on était pour passer à travers la crise sans être capable de faire en sorte d'aller chercher l'appui de ce grand réseau-là. Pas juste l'appui, mais en même temps, je dirais, leurs perspectives, leurs aspirations et qu'est-ce qu'on devait faire ensemble. Et là, ça a été, je passe les détails, mais ça a été un moment important parce que certains me disaient, Monique, si tu partages, parce qu'on a fait ce qu'on appelle à l'époque une tournée de la capitalisation, puis en tout cas, je passe tous les détails de rencontres qu'on a eues, je devais rentrer avec beaucoup d'informations confidentielles, sensibles, auprès d'un très grand nombre de personnes. Et là, les gens me disaient, Monique, tu ne peux pas faire ça. Mais je dis, on va devoir faire ça. On ne peut pas ne pas faire ça. On va devoir. Crise veut dire changement, veut dire communication, et veut dire confiance. Et donc, ce que j'ai trouvé extraordinaire à ce moment-là, c'est que malgré qu'on a eu une communication large pour tout expliquer ce qui se passait, les impacts sur Desjardins, les radiations qu'on devait prendre, en tout cas, et j'en passe, eh bien, c'est resté à l'intérieur de la communauté. Et donc, ça, pour moi, ça a été mon premier grand exercice de leadership. C'est un autre exemple que quand les gens sont mobilisés, ils vont faire des choses exceptionnelles. Aussi. Exactement. Ouais. Et donc, ça, pour moi, ça a été, je dirais, une grande leçon de vie, un grand apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a été capable de s'en sortir. Mais en parallèle, outre cette gestion extrêmement serrée, technique de l'affaire, mobilisation des personnes, j'avais lancé aussi une autre idée. Et l'autre idée était de dire, en parallèle, pendant qu'il y a une petite équipe qui travaille des choses plus ou moins agréables, des chiffres, des ci, des ça, balancer finalement nos comptes, s'assurer qu'on avait assez de liquidité. J'ai lancé ce que j'appelais mes équipes de leadership d'à peu près 200 personnes, plutôt des jeunes du réseau, qui, en fait, avaient pour mission de dire, on est en crise, il y a plein de nuages, ils ventent, on ne voit rien. Mais éventuellement, on va sortir de là, il va faire beau, on va avoir un ciel bleu. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et donc, les équipes sont parties sans contrainte. La seule contrainte, c'était d'être imaginatif, engagé, d'arriver avec des propositions, de dire, donc il y avait 10 équipes, qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'on va sortir de cette crise pour aller de l'avant et mettre de l'avant Desjardins? Et là, ça a été un travail fantastique et je dois dire que par la suite, les propositions, les 10 propositions majeures qui ont été faites de l'avant ont été les intrants au plan stratégique que j'ai eu à piloter avec plein de gens chez Desjardins, premier mandat, deuxième mandat. Et donc, quelle belle leçon, c'est juste fascinant. L'idée du ciel bleu. Ben, c'est vraiment... Ben, bref, tu as géré toutes sortes de choses et il reste que tu as été la première femme, si on vient à ce rôle-là, à diriger une institution financière d'envergure au Canada. Tu étais la première, donc c'est un plafond de verre qui a été brisé dans un monde qui était dominé par des hommes. Bon, là, on vient de passer récemment le 8 mars sur la journée du droit des femmes, mais il y a des éléments. On se pose encore la question, c'est quel défi qui reste à surmonter pour favoriser la plus grande diversité dans les postes décisionnels, parce qu'on progresse, mais est-ce assez rapide, les qualités indispensables. Mais plus généralement, c'est comment tu as vécu cette expérience-là, toi, en tant que première femme à diriger une institution d'envergure financière d'envergure au Canada, puis en quoi ça a teinté ta vision du leadership?
le fait que tu sois une femme dans ce domaine-là. Puis j'ai une sous-question, là, parce que là, tu viens de nous parler de 3 C bien importants, là, que tu veux faire du changement, la communication, la confiance, mais tu m'as souvent parlé de tes 3 A. Fait que là, il faut que dans ta réponse, il y ait les 3 A. Donc, mais toi, personnellement, ton rôle en tant que femme leader dans ce domaine d'homme-là, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui reste à faire? Puis tes 3 A. D'accord. Merci, professeur. Il faut faire des liens. Oui, tout à fait. Je vais revenir à quelque chose, en fait, que ma mère me disait quand j'étais petite, et ça m'a souvent marquée en disant, on est tous différents. Et donc, l'idée, à un moment donné, c'est de capitaliser sur ce qu'on est pour pouvoir prendre sa place auprès des gens qui nous entourent. Et ça, moi, ça m'a toujours marqué. Est-ce que ça a toujours été un parcours facile? La réponse à ça, c'est non. Absolument pas. Pour toutes sortes de raisons. Puis je vais donner juste quelques chiffres et il y en a d'autres que je regarde dans la salle, ça va leur dire aussi quelque chose. Si je retourne en 1980, je prends donc le secteur de la comptabilité publique. Où maintenant, si on regarde les classes de l'Université de Sherbrooke et ailleurs, on va bien voir qu'on est dans les 50-50, même des fois une majorité femmes versus hommes, mais à l'époque, donc fin des années 70, début des années 80, moins de 5% des femmes, par exemple, faisaient les cours en gestion et faisaient le choix de la comptabilité publique. Lorsque je suis devenue présidente de l'Ordre des CPA du Québec, donc j'étais comme la première femme, et la bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas la dernière. Il y en a eu plein d'autres par la suite qui ont eu cette responsabilité-là et qui ont très bien fait. Même chose, il y avait à ce moment-là moins de 10% des femmes qui étaient comme telles membres de l'ordre professionnel. Quand on regarde ça aujourd'hui, c'est une transformation incroyable. Donc, dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit la médecine, le droit, etc., il y a eu une évolution et ça passe, première chose, et là, tellement important, on est à l'Université de Sherbrooke, ça passe par la formation, l'éducation. Si, dès le départ, vous n'avez pas en génie, en sciences, en mathématiques, en sciences sociales, en éducation, ou peu importe le secteur d'études, vous n'avez pas une certaine représentation équilibrée homme-femme, et on pourrait aussi y aller sur d'autres volets de la représentativité, vous n'arriverez jamais à la fin, là, vous voulez vous rendre. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a fallu à certains moments que quand vous êtes dans une position, appelons ça plus minoritaire, ce que j'ai été à mes débuts, ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle. Il faut être capable de lire l'environnement. Il faut être capable de pouvoir ajuster un petit peu son comportement, dans certains cas, au comportement, non pas d'imiter le comportement de la majorité, il faut rester ce qu'on est soi-même avec ses valeurs, mais il faut comprendre, s'adapter. Il faut s'adapter, il faut savoir lire, il faut savoir comment passer ce message-là à l'intérieur de gens qui peuvent être vraiment différents. Et ça, moi, j'ai eu à le vivre à plusieurs moments, dans différents contextes. Et au fond, quand on arrive par la suite, et je vais me rendre plutôt, je dirais, à une étape où on va tranquillement aller vers les A. Quand j'ai été en position de leadership, une des choses que j'ai essayé de faire, ça a été de dire, regardons si dans notre organisation, dans notre structure, on n'a pas des billets pour lesquels on ne s'en rend pas compte, mais il y en a. On peut faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose. Et donc, premier sujet que j'ai eu à regarder, quand je suis arrivée à la présidence de Desjardins, il y avait un grand nombre de femmes dans différents postes. Mais au niveau de l'équipe de direction, au niveau du deuxième niveau, juste en dessous de l'équipe de direction, il y avait un déséquilibre. Et donc, ça a été la question de dire comment on s'organise pour faire connaître les gens, pour faire rayonner les personnes. Et donc, c'est peut-être le message que je voudrais partager. C'est pas juste le rôle d'une personne ou du leader de l'organisation, c'est notre rôle, chacun d'entre nous, de pouvoir faire rayonner notre milieu, faire rayonner les personnes
qui nous entourent pour être en mesure d'arriver, en fait, à cette meilleure diversité qui va faire que les équipes sont juste plus robustes. Parce que force est de constater... Parce qu'on ne le fait pas parce que c'est politique, c'est parce que ça rend des meilleures... Les équipes sont juste meilleures. Exactement. Ouais. Parce que ça nous permet d'avoir cette complémentarité dont les avantages, en fait, même financiers, ont été largement démontrés. Alors, ça, pour moi, c'est un volet important de l'exercice du leadership. Et je vais vouloir que ce programme de conférence Leadership en action mette bien en valeur des hommes et des femmes pour bien démontrer qu'il y a des styles qui sont différents, mais qu'à la fin de la journée, le leadership est possible pour chacun d'entre nous. Maintenant, les A. Bon, non, mais ça, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez simple que je veux vous partager, mais moi qui m'a toujours alignée là, depuis fort longtemps, puis tant mieux si c'est utile aux étudiants, étudiantes qui nous écoutent. Mes 3 A, pour l'exercice du leadership, sont basés sur 3 mots qui vont l'un avec l'autre pour arriver à exercer son leadership en action. Et c'est d'abord l'ambition. Moi, j'aime le mot ambition. Ambition, souvent, peut être vu comme un mot qui peut être un peu, parfois, connotation négative, mais ça ne l'est pas. On a l'ambition de vouloir réaliser quelque chose. On a l'ambition de vouloir faire un marathon. On a l'ambition de vouloir être les meilleurs sur telle chose, de faire la meilleure recette. On a l'ambition que notre société soit meilleure. Bien, ça, c'est la plus importante en bout de piste, bien entendu. Donc, ambition, il faut être en mesure d'être capable de l'articuler, quel que soit notre niveau, quel que soit finalement notre secteur d'activité, quelle est notre ambition de ce qu'on veut réaliser dans la vie. Alors, ça peut être dans sa famille, comme ça peut être plus globalement dans sa communauté ou dans une entreprise. Deuxièmement, parce que si on n'a pas d'ambition, la réalité, c'est que ça va être assez difficile d'exercer son leadership puis d'entraîner d'autres personnes avec nous. La deuxième, vous allez voir quand même, mes affaires sont simples, parce que moi, j'aime ça, les affaires simples. On s'en rappelle d'une part, et puis d'autre part, ça nous permet d'articuler plus facilement ce qu'on veut faire. L'audace. Si vous avez de l'ambition, mais que vous n'avez pas l'audace d'aller de l'avant, parfois en allant demander l'aide de quelqu'un, en allant solliciter du financement, en allant se présenter dans quelque chose qui peut avoir des risques, bien, la réalité, c'est que vous ne serez peut-être pas capable de réaliser l'ambition. Donc, ambition, audace, pour moi, ça, c'est 2 composantes extrêmement importantes. Et, bien entendu, rien n'arrive sans travail, donc ça prend de l'action. Donc, la même chose, on peut se donner une très belle ambition, on peut être audacieux, mais si vous n'avez pas cette capacité vous-même, avec les gens qui vous entourent, de mettre l'énergie, l'épaule à la roue, la main dedans. Ouais. Et parfois, même si vous êtes le leader, vous regardez les grands éléments, mais vous ne savez jamais à quel moment vous n'aurez pas à vous mettre effectivement les mains dedans. Et ça, il faut être capable de le faire. Ce qui m'amène aussi à partager un autre élément qu'on pourrait peut-être... Y a-t-il un 4e A? Ben non, pas du tout. Il y a un T. OK. Il y a un T. Alors, je parle de mon T. Il y a un T avec un cercle. Alors non, mais sérieusement, c'est des points à un moment donné sur lesquels j'ai eu à réfléchir quand tu te dis, qu'est-ce que je dois faire dans telle affaire? Le T, c'est une autre dimension, à mon avis, très personnelle, mais il y a eu des écrits plus formels sur le sujet de la posture des personnes. Alors, le T, c'est d'être capable, dans sa barre verticale, d'avoir un point d'ancrage sur une connaissance, un secteur, une contribution particulière. Alors, on peut être un excellent médecin, on peut être un excellent ingénieur, bien sûr, comme on peut être une personne de ressources humaines qui, en fait, va apporter sa contribution à l'équipe. Et donc, à certains moments, cette barre verticale du T est fondamentale quand on commence dans une organisation. Quand on commence en général comme jeune leader, on est d'abord sollicité pour apporter, développer, mettre en valeur la partie verticale de son savoir. Mais si on veut continuer à une autre étape, donc une étape plus de gestion, de direction,
Là, il faut aller chercher la barre horizontale du T parce qu'il faut être capable de voir grand, il faut être capable de voir la dimension stratégique des choses. Et ce n'est jamais juste le vertical, ce n'est pas l'addition, entre guillemets, des barres verticales, mais c'est beaucoup plus l'intégration horizontale, transversale de tous ces sujets pour être capable de livrer un projet d'entreprise ou de répondre à un besoin d'un client ou de rendre nos étudiants satisfaits. Donc, la barre horizontale. Et je dirais que les meilleurs leaders rajoutent un grand cercle autour. C'est cette espèce de lecture très ronde de l'environnement, de qui sont les gens, là, ce qu'on appelle souvent les parties prenantes, qui sont autour. Donc, les gens qui sont là pour nous influencer, pour nous inspirer, avec qui on a à travailler. Donc, pour moi, j'essaie toujours d'imager le parcours du leader en disant, mais on commence souvent sur notre barre verticale, on se développe à l'horizontale, au sens positif du terme, et puis ensuite de ça, bien entendu… C'était important de le préciser. Voilà, on rayonne à travers notre cercle. Alors, peut-être une autre image que vous pouvez garder en tête. Bien, merci, c'est vraiment extrêmement intéressant. Puis moi, parfois, moi, j'aime ça entendre l'éloquence, puis les gens parce que moi, j'ai un petit dicton là, qui rallie un petit peu mon côté management puis médecin, là, c'est que vision without action is hallucination. Ah. Mais donc, c'est un peu moins bien dit, là, mais c'est super, c'est super. Donc, it's just hallucination. Hein? Donc, voilà. Donc, peut-être dernière question avant les questions du public, peut-être de façon large. Donc, bon, on a vu le contexte difficile, tu nous amènes beaucoup de recul, de sagesse, mais qu'est-ce qui t'inspire? Parce qu'il y a des gens là, qui sont climato-sceptiques, qui pensent que ça va mal aller, que on est juste in for a tough ride, mais qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi les éléments qui t'inspirent pour le futur, qui fait que tu as le goût de donner pour la relève et ces choses? C'est quoi ta vision de l'avenir? Bien, c'est sûr que parfois, on a des doutes. Quand on regarde l'actualité, ça nous inquiète beaucoup. Ouais. C'est très difficile. Ça nous crée une zone de stress personnel, familial, moral important. Mais le monde sera aussi bon, aussi meilleur que ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc, on a comme deux choix. Soit que finalement, on se dit, ben, on va attendre Godot et on va attendre de voir ce que d'autres vont décider pour nous et on va se mettre dans une posture attentiste, ou au contraire, on se prend en main, on va de l'avant, on a confiance et on va travailler sur ce sur quoi nous avons le contrôle et nous avons de l'influence. Et donc, on a beaucoup plus d'influence qu'on peut penser, chacune d'entre nous. Et moi, j'ai je dirais, cette espèce d'optimisme confiant qui fait que ça ne peut pas faire autrement. L'histoire du monde a passé par des moments très intenses, très difficiles, parfois de destruction, mais aussi de reconstruction. Et donc, je pense que c'est ça le leadership en action. C'est d'être capable de pouvoir voir clair, voir les choses telles qu'elles sont, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger. Mais après ça, c'est de s'entourer de gens avec qui on a des valeurs communes et on se dit, nous, ensemble, on va faire quelque chose pour bâtir un monde meilleur. En plus que tu as fait confiance aux jeunes pour relancer. J'ai confiance à toute la dimension de la relève. Oui. Parce que la réalité, il arrive un certain temps où, on peut continuer d'inspirer, de travailler, mais l'autre aspect le plus important de ce qu'on doit faire, c'est de passer le bâton. Passer le bâton et faire en sorte que ceux et celles qui nous suivent vont être capables de le faire et très souvent de façon encore plus, je dirais, brillante qu'on peut le faire soi-même. Alors, quand on a la satisfaction, et je pense que quand je regarde à l'université, c'est certainement la plus grande satisfaction que vous avez quand vous êtes professeur ou quand vous avez, je dirais, un rôle de direction de l'université, de penser que toute cette relève qui est formée va prendre la relève et va réussir. Merci beaucoup, Monique. On s'est rendu à le temps. Mais moi, j'ai… Attendez. Là, il y a des questions du public. Oui, il y a des questions, mais avant de passer aux questions, moi, j'ai eu à avoir, en fait, de très belles questions de ta part, Pierre, je t'en remercie. Mais là, finalement, l'arrosé devient l'arroseur. Mais là, c'est pas écrit dans mon scénario. Là. Alors, donc, pour ceux et celles qui sont en présence, pour ceux et celles qui sont connectés avec nous,
C'est quand même une journée très importante aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke. Il y aura finalement un moment qui sera partagé un peu plus tard aujourd'hui et demain pour l'élection du recteur, de la rectrice. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour moi aujourd'hui, en présence de tous ceux et celles qui sont ici et tous ceux et celles qui sont connectés, pour te dire, Pierre, un immense merci de ta contribution comme leader en action à l'Université de Sherbrooke. Il y aura plein d'autres moments où on va te remercier pour tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as contribué. Mais j'ai eu l'occasion quand même, retournons quelques années, de pouvoir suivre ton parcours, suivre ton inspiration, avoir des conversations avec toi le dimanche, le lundi, différents moments, à travers finalement l'actualité. Tu as une superbe équipe qui t'a accompagné, mais au-delà de la superbe équipe qui t'a accompagné, qui t'accompagne encore, tu as eu un impact extrêmement important et j'aimerais, tous ceux et celles qui sont ici, qu'on applaudisse très fort Pierre Cossette. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, vous comprendrez qu'il y avait quand même aussi un sens quand on réfléchit des fois aux activités, à ce lancement aujourd'hui. Merci à l'université de faciliter ce lancement de conférence en action. Mais pour moi, c'était aussi l'occasion de pouvoir exprimer publiquement cette première conférence, le leadership de Pierre. Et donc, là, aujourd'hui, on t'a entendu un peu, mais je te lance une invitation pour une prochaine conférence. Voilà. Merci. Merci. Donc, on a du temps pour des questions pour Monique. Je le précise, c'est pour Monique. Puisqu'on savait qu'on avait des gens en ligne, on a notamment des étudiants de l'école de gestion. Merci à Jean et l'équipe d'avoir organisé ça. Donc, il y a 2 questions on sait qu'ils nous sont préparées. Donc, j'ai Jasmine Duplessis et Florence Ouellette, que je ne sais pas où elles sont dans la salle. Donc, à qui j'inviterais de poser les questions dans l'ordre pour Monique. Oui, bonjour, Bonjour. enchantée. Moi, c'est Florence Ouellette. Et puis, la première question du public, ça tournait beaucoup autour du thème de l'incertitude qu'on vit, qui est vraiment comme le grand thème du moment. Alors, les gens se demandaient comment est-ce que les organisations peuvent le mieux possible appréhender le processus de planification stratégique dans le contexte actuel d'incertitude politique, économique et commerciale. C'est une excellente question, tellement pertinente. Parce qu'avec chacune des entreprises ou des organisations avec lesquelles je travaille, dont l'Université de Sherbrooke, c'est le genre de questions qu'il nous faut apporter d'abord aux équipes de direction pour une première réflexion à ce niveau-là, et ensuite de ça avec le conseil d'administration. Et je pense que l'approche que je peux voir, en fait, avec les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est toujours de rester très, très, très au clair. Je vais commencer par quelque chose qui peut peut-être vous surprendre, mais qui, en fait, est assez fondamental. Puis hier, j'avais un conseil d'administration et ça a été là, notre premier élément d'ancrage. Très clair sur ce qu'on appellerait nos fondations, notre mission et nos valeurs. Parce qu'à travers, finalement, la volatilité, la tempête et toutes sortes d'affaires, il faut être quand même assez au clair parce qu'on travaille avec des personnes. Et quand on fait un plan stratégique, ce n'est pas juste un plan stratégique avec des chiffres et des idées, c'est d'abord et avant tout quel va être le projet en lien avec la mission de l'organisation et ses valeurs qui va venir animer les gens qui la composent, l'ensemble des employés, éventuellement les parties prenantes, bien sûr, les actionnaires ou d'autres parties prenantes, et qui va faire en sorte aussi qu'il y aura une finalité pour l'ensemble des clients et des fournisseurs. Donc, vous voyez un peu, il faut le placer dans un premier temps comme ça. Dans un deuxième temps, ce que ça fait, c'est que le parcours de l'entreprise peut rester, les aspirations peuvent rester
relativement les mêmes, mais ce que ça prend, c'est que ça prend à ce moment-là un exercice que plusieurs vont faire de scénario. Alors, de stress test. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour toutes sortes de raisons, parce qu'un plan stratégique est toujours appuyé normalement d'un plan financier et d'un plan d'investissement, un plan de CAPEX. Je m'excuse de rentrer dans des questions plus d'ordre de gestion, mais je pense que c'est un peu le sens de la question. Et donc là, il faut faire en sorte de dire, bien, dépendant des différents scénarios, donc une des choses importantes qu'on peut voir dans la volatilité actuelle, puis il faut être capable de la décortiquer, c'est par exemple l'impact des tarifs. Si vous êtes une société de services, c'est une chose. Mais si vous êtes une société de manufacturing, donc manufacturière, beaucoup plus compliqué. Alors là, vous devez tout de suite avoir une assez bonne idée avec vos équipes sur l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement, sur votre chaîne de valeur avec l'ensemble de vos clients et être capable de décortiquer différents scénarios et de faire une anticipation. Vous ne savez pas nécessairement si c'est ça qui va arriver, mais vous voulez toujours... Toutes les bonnes surprises seront bienvenues. Mais ce que vous voulez gérer, c'est les mauvaises surprises. Alors donc, toujours avoir ce qu'on dit souvent avec l'expression anglaise, le downside, vous voulez le maîtriser le plus possible. Et donc, d'avoir des scénarios. Donc, je reviens toujours au clair sur la mission, clair sur les valeurs, sur l'aspiration, mais avoir un plan financier et un plan stratégique qui vous permet de travailler des scénarios et qui vous permet aussi d'avoir une meilleure vue, finalement, de ce que j'appellerais votre planification financière. Et encore une fois, là, c'est une ancienne banquière ou caissière qui vous parle. Caissière, ça a plusieurs sens. Non, mais les caisses, hein, c'est quand même ça. Je n'ai aucun souci. Non, je sais. Aucun souci à le dire parce que c'est quand même un métier qui est très important et qui a été très important pour beaucoup de personnes et qui continue de l'être. Donc, tout ça pour dire que faut toujours aller chercher aussi du financement et réfléchir au financement quand on n'en a généralement pas besoin. Donc, cette dimension de plan stratégique avec cette analyse très, très complète de l'environnement, avec différents scénarios et quelque chose sur s'adapte en lequel temps réel. toutes les entreprises travaillent. Et la particularité, c'est qu'il y a tellement de volatilité actuellement que vous ne pouvez pas dire, ben, je vais le faire puis je vais revenir dans un an d'ici, là. Non, c'est vraiment un processus en continu parce que les choses peuvent changer. Donc, voilà pour la première question. Merci. Deuxième question. Bonjour, donc Jasmine Duplessis. Je vais lire la question puisqu'elle a plusieurs volets. Donc, quel bouleversement... Je m'excuse, je vais t'interrompre une petite seconde parce qu'il y a une personne importante qui a l'air de quitter puis je n'ai pas signalé sa présence parce que parlant de leadership en action, je veux saluer Elisabeth Brière, oui. donc, qui est notre ministre du Revenu, ministre des Anciens combattants, que je félicite de sa nomination. Et qui appuie l'université. Donc, je suis rassuré de ta nomination et bonne chance pour la suite, Elisabeth. D'accord. Je suis vraiment désolé, donc je te laisse poser ta question. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, quel bouleversement anticipez-vous dans la gouvernance des organisations avec l'avènement de l'intelligence artificielle et l'omniprésence des technologies et comment les entreprises peuvent-elles intégrer ces innovations tout en maintenant une approche qui est humaine? C'est une petite question de rien. Non, mais c'est une excellente question. En fait, les deux questions sont très, très pertinentes et d'actualité. Puis, il n'y a aucune entreprise avec laquelle ou organisation, dont l'Université de Sherbrooke, avec lesquelles je travaille, pour lesquelles ce n'est pas une question. Donc, vraiment très pertinent. Mais je vais me permettre de revenir un peu en arrière et de faire jouer un petit peu l'âge, encore une fois. Donc là, je retourne dans les années, on va dire 80-90, mais mettons 80, début des années 90. 80, l'Internet, le web, de même que la technologie, puis être capable d'être connecté en temps réel, franchement, c'était pas le cas. Et donc, moi, je me rappelle quand j'ai commencé chez EY, la réalité, c'est que nos outils étaient essentiellement des outils
papier, avec des dossiers papier qu'on classait, bon, etc., etc. Et je me rappelle, et Marc, tu vas t'en souvenir aussi, on se retrouve par un concours de circonstances, tous les deux, envoyés aux États-Unis par nos organisations respectives, début des années 90, à une grande conférence sur l'évolution du management, blablabli, blablabla. Et là, une session sur l'Internet. Écoute-moi, là, c'était comme pas mal la première fois que j'entendais parler de ça. Et ça m'a pris une chance. Marc, lui, a des études en physique, donc il comprenait pas mal plus l'affaire, le web, le ci, le ça, le patati, patata. Moi, j'avais comme aucune idée de comment ça pouvait marcher. Y a-t-il un piton à peser? J'avais aucune idée. Et donc, pourquoi je donne cet exemple-là? Ça, c'est 90. Quand on regarde ça aujourd'hui, chacun d'entre nous, de nos étudiants, travaille avec l'Internet, pour le web, ça fait partie de nos vies. On a intégré. Et donc, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est la même chose. Ça va juste une étape plus loin. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, et c'est là que l'université est très importante, et d'ailleurs, on en a parlé au dernier conseil, on va continuer d'en parler. Donc, comment, sur l'angle des étudiants, vous devez aborder finalement cette question-là? Comment travailler finalement les questions d'intelligence artificielle? Comment être en mesure, quand on est en entreprise, de pouvoir aller chercher finalement le meilleur? C'est un outil. C'est un outil extrêmement puissant. On ne peut pas finalement le mettre en dessous de la table. Au contraire, il faut l'appréhender, il faut le comprendre, il faut l'utiliser et probablement qu'il faut le baliser. Et c'est là que ça devient important de se donner une forme de politique d'encadrement pour faire en sorte que certains éléments, la qualité des données, que certains éléments touchant la vie privée des gens, donc différents éléments de balise, bien ça, il faut que l'entreprise et les organisations soient capables de pouvoir l'encadrer de façon à faire en sorte qu'en autant que faire se peut, c'est l'humain qui va diriger l'intelligence artificielle et non pas l'intelligence artificielle qui va diriger l'humain. Donc, pour moi, est-ce que l'humain va continuer d'être là? Essentiel. Parce que si l'humain n'est plus là pour diriger l'intelligence artificielle, j'ai un souci plus fondamental sur l'évolution de la société. Donc, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on ne peut pas être passif. Il faut s'informer, il faut l'utiliser, il faut le baliser et il faut le développer pour que ça soit un outil utile pour la société. Merci beaucoup, Monique. Je vois l'heure qui passe, mais une question en salle, peut-être. Le plus ou la plus audacieuse ou le moins timide aura le droit à une question parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Carl Marchand, on va le faire au micro pour que le web l'entende, oui. Bonjour, Carl Marchand, École de gestion. Je m'intéresse beaucoup à la complexité. Et bon, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord qu'on la vit. Est-ce que du point de vue de la décision, vous avez l'impression que on doit, que le processus décisionnel se fait de la même façon qu'il se faisait il y a 20 ans, compte tenu là, de tout ça que nous, on appelle souvent le VUCA, là, volatilité, incertitude, complexité. Donc, je serais curieux de vous entendre là-dessus, sur le processus décisionnel. Je pense que fondamentalement, le processus décisionnel, somme toute, c'est comme n'importe quel processus d'analyse, reste sensiblement le même qu'il pouvait être, mais le niveau de complexité et de rapidité est multiplié. Et ça, je le vois dans toutes les organisations avec lesquelles je travaille. C'est les intrants multiples. Donc, oui. Et donc, comment... Et c'est ça, finalement, qu'on doit, comme administrateur ou comme dirigeant, arriver à maîtriser, c'est-à-dire donc la vitesse, finalement, des changements, de l'information, la multiplicité des sources, parce qu'on est tous, même si notre entreprise ou notre organisation est a priori locale, elle est influencée par toutes sortes de choses sur un plan global. Donc, il faut être capable d'aller chercher tous ces signaux-là.
et en même temps de les intégrer et d'avoir aussi une capacité de les simplifier, hein, parce qu'on peut être tellement inondé qu'on perd l'essentiel. D'où l'importance, quand je parlais tantôt pour la question du plan stratégique, de revenir fondamentalement sur la mission, les valeurs, les aspirations, parce que sinon, on en perd sur la tête. Maintenant, ce que ça m'amène à dire aussi, moi, le plus grand défi que je lance, je pense aux étudiants, mais que je me lance aussi à moi-même, là, c'est de toujours avoir cette espèce de capacité d'apprendre. Il faut quasiment apprendre à apprendre en continu. Et donc, quand je regarde les différentes organisations, c'est comment on peut, avec les équipes, faire en sorte que les gens soient de moins en moins, ne soient pas inconfortables par rapport à l'ambiguïté et par rapport à la complexité d'apprendre. Quand on est une organisation où on a développé son muscle d'apprentissage, ça nous donne énormément d'avantages concurrentiels, je crois, et une meilleure décision. Merci pour la question. Ben, c'est maintenant le temps de clore l'événement. Je vous remercie de votre présence, de votre intérêt, mais juste là, il va falloir la réécouter. Là. Il y a tellement de choses importantes, sages et vraiment pertinentes que tu nous as dites. Donc, je veux juste te remercier de la qualité de ton témoignage, de sa richesse et même de t'être prêté au jeu. Donc, c'était vraiment très agréable pour moi de te poser des questions. Puis, j'ai appris plein de choses comme d'habitude. Donc, merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Pierre. Et ce n'est qu'une première. À la prochaine. Merci.